Voilà, dernière partie donc, du chapitre 8, on va parler des synthèses en chimie organique et des techniques de laboratoire liées à ces synthèses. Donc d'abord on va définir ce que sont les synthèses. On parle de synthèse en chimie lorsque l'on souhaite obtenir une espèce chimique à partir de réactifs. Donc une transformation chimique de réactifs pour former une espèce chimique désirée. Cette espèce chimique peut soit copier une molécule qui existe déjà dans la nature, soit innover par rapport à la nature. Donc on retrouve des synthèses dans des tas d'industries chimiques, que ce soit pharmaceutiques, cosmétiques, etc., etc. Au cours d'une synthèse, il y a généralement plusieurs étapes qui sont nécessaires. C'est pas en une expérience qu'on obtient directement l'espèce chimique que l'on voulait obtenir. Il y a la transformation proprement dite, mais elle est généralement accompagnée de plein d'étapes supplémentaires qui consistent à isoler, laver, purifier, analyser le produit qu'on cherche à obtenir. Donc on va voir les techniques qui sont associées à ces différentes étapes, que ce soit la transformation, et puis les techniques d'isolement, de lavage, de purification. Une fois que l'ensemble des étapes a été accompli, on obtient donc le produit qu'on cherchait à obtenir, et on va évaluer la réussite de cette synthèse en calculant son rendement. Donc le rendement consiste à diviser la quantité de produit qu'on a réellement obtenu, en le pesant par exemple, donc on va avoir sa masse, on va diviser par la masse molaire, on aura la quantité de matière de produit obtenue en mol, et on va comparer à la quantité maximale que l'on aurait pu obtenir si on avait mieux manipulé ou si tout avait été parfait. Donc cette quantité maximale, généralement, elle se détermine en faisant un tableau d'avancement à partir des quantités de matière de réactifs qui ont été utilisés, et en faisant le rapport, on obtient le rendement, symbolisé par la lettre grecque eta, et en le multipliant par 100, on peut avoir le rendement exprimé en pourcentage. Alors les techniques que l'on va mettre en œuvre dans les TP pour obtenir un produit. Alors il y a d'abord la transformation en elle-même qui se fait généralement avec un chauffage à reflux. Donc pour faire un chauffage à reflux, voilà le dispositif qu'il faut utiliser. L'essentiel est ici, un chauffe-ballon et un ballon. Donc on va chauffer le mélange réactionnel, ça dans le but d'accélérer la transformation qui va se produire. Alors qu'une transformation à température ambiante pourrait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, en la chauffant, on va pouvoir l'accélérer et obtenir le produit en peut-être simplement quelques dizaines de minutes. On va surmonter ce ballon d'un réfrigérant. Alors comment ce matériel-là peut refroidir et puis qu'est-ce qu'il va refroidir? Déjà il va refroidir les vapeurs qui pourraient se produire en chauffant le mélange réactionnel. Ces vapeurs pourraient être des réactifs qui n'ont pas encore réagi ou le produit lui-même qui s'échapperait par le col du ballon. Donc en refroidissant les vapeurs, elles vont retomber dans le ballon et on est sûr de ne rien perdre. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez que c'est un double tube. Il y a une partie intérieure justement dans laquelle les vapeurs qui se recondensent peuvent circuler et un tube extérieur qui va être alimenté en eau froide. Donc l'eau froide arrive par le bas, elle progresse jusqu'en haut et elle sort par le tube du haut. Ce tube du haut, on met un tuyau et on met ça en direction d'un évier. Donc il y a une circulation d'eau froide qui garantit qu'ici le milieu est toujours froid et qui garantit que les vapeurs vont retomber dans le mélange réactionnel. On rajoute généralement un support élévateur pour pouvoir arrêter de chauffer en descendant le chauffe-ballon lorsque c'est terminé. Voilà, chauffage à reflux, donc ça permet de faire la transformation proprement dite. C'est là que les réactifs se transforment en produits. Ensuite, donc, on va voir d'autres techniques, alors filtration, qui peut être simple ou plus élaborée. Donc dans quelle situation on peut avoir besoin de faire une filtration? Généralement, quand la synthèse est terminée, on obtient un produit qui est chaud et la température qu'on a obtenue, généralement, il va être dissous ou liquide.
On peut le cristalliser, donc tout ça tout simplement en mettant ensuite ce ballon dans un bain de glace par exemple. On va voir cristalliser le produit, et donc ce produit va se retrouver sous forme solide. On va devoir le séparer du reste du mélange qui lui va être liquide. On peut faire donc une filtration. Le résidu dans le filtre sera le produit qu'on cherche à obtenir, et puis tout le reste des réactifs, des solvants qu'on a utilisés pourrait constituer le filtrat. Donc filtration toute simple avec un entonnoir, un papier filtre et un bécher en dessous pour récupérer le filtrat. Ce dispositif peut être largement amélioré en utilisant une trompe à vide et ce qu'on appelle un filtre Büchner. Donc on reconnaît l'équivalent de la filtration simple. L'entonnoir est remplacé par un dispositif un peu plus large dans lequel on va mettre un filtre qui peut être aussi plus fin que le filtre qui est utilisé ici. Et puis surtout le bécher en dessous est remplacé par ce qu'on appelle une fiole à vide ou une fiole de garde qui va être reliée par un tuyau à un dispositif de trompe à eau qui permet de faire le vide. En mettant en circulation l'eau, donc grâce au robinet qui va couler dans l'évier, il va y avoir un phénomène d'aspiration de l'air dans la fiole à vide. Par conséquent, ici, il va y avoir une dépression et le liquide, donc le filtrat, va être attiré vers le bas par la gravité, mais aussi par cette dépression d'air. On va rendre la filtration beaucoup plus rapide et surtout, on va la rendre plus efficace. C'est-à-dire que là où, généralement, le solide, il reste encore très mouillé parce que les dernières gouttes ont du mal à tomber dans le bécher, ici elles vont être aspirées et on va se retrouver avec un produit qui sera beaucoup plus sec et qu'on aura obtenu beaucoup plus rapidement grâce à ce filtre Büchner. Troisième technique qui est un rappel de ce que vous avez vu en seconde, l'extraction liquide-liquide. Lorsqu'on cherche à séparer deux liquides, par exemple le produit obtenu et le mélange, et que ces deux ne sont pas miscibles, ils vont se séparer naturellement. En mettant ça dans ce dispositif-là, donc c'est-à-dire dans l'ampoule à décanter, on va avoir la séparation des deux phases qui sera nette, et puis on va récupérer la phase qui nous intéresse. Ça peut être la phase du haut ou celle du bas, ça va dépendre de la densité des deux liquides. Le liquide le plus dense étant celui qu'on retrouve en dessous. Voilà. Donc si c'est celui qui nous intéresse, eh bien on le fait directement couler dans le récipient pour récupérer le produit, et puis si c'est l'autre, on évacue déjà la phase qui ne nous intéresse pas, et puis on récupère dans un second temps le liquide qui nous intéressait. Dernière technique, qui sert à séparer également deux liquides, mais qui cette fois-ci sera miscible l'un avec l'autre, c'est la technique de distillation fractionnée. Alors à pas confondre avec le montage de chauffage à reflux qu'on a vu au départ, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. On va avoir ici donc deux liquides, ou davantage, mais on va traiter ici un exemple de deux liquides, qui sont miscibles, donc le mélange est homogène, mais les deux liquides n'ont pas la même température d'ébullition. Si bien que quand on va chauffer, celui qui s'évapore le mieux est celui qui est le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la température d'ébullition la plus faible. Ce liquide, donc transformé en vapeur, va progresser dans la colonne ici qui n'est pas un réfrigérant, qui s'appelle une colonne Vigreux, qui est en fait un dispositif qui va freiner la progression de la vapeur vers le haut. C'est fait de plein de petits renfoncements dans la colonne qui vont gêner la progression. La vapeur ne va donc pas arriver facilement en haut de cette colonne Vigreux, et il n'y a vraiment que les vapeurs, donc que les espèces chimiques les plus volatiles qui vont arriver là-haut. On contrôle la température avec un thermomètre, et on va constater que en haute colonne, on aura le liquide le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la température d'ébullition la plus faible, et cette température d'ébullition sera celle affichée par le thermomètre qui est ici. Ensuite, le petit coude permet à la vapeur de passer dans la partie droite du montage, et là, on retrouve un réfrigérant, avec le double tube, intérieur les vapeurs qui se condensent, et extérieur la circulation d'eau froide. Comme ce tube est en pente vers
vers la sortie à droite, et bien les vapeurs qui vont se recondenser vont couler ici dans l'éprouvette graduée. Donc dans un premier temps, le liquide le plus volatile va passer et on va contrôler que c'est bien lui grâce à sa température d'ébullition, on va le récupérer. Dès qu'on constate que la température change, et bien c'est que c'est le deuxième liquide, celui donc le moins volatile, celui qui avait la température d'ébullition la plus haute, qui va bientôt passer. Donc il suffit de changer d'éprouvette pour récupérer le deuxième liquide, et on les a ainsi séparés. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de mettre ces techniques en œuvre au cours d'un TP.